Et cette année 1961 a été terrible, donc, par ce 12 juillet, donc 9 morts des Sables d'Olonne, mais également des péris en mer de l'île Dieu. La petite Danielle et des hommes emportés par la mer sur d'autres navires. Il y a eu également des marins, des navires bretons, un navire breton, l'aimé Jean-Louis de Saint-Guénolé, qui n'est jamais arrivé à Concarneau, et beaucoup de navires espagnols se sont perdus ce jour-là. Alors ça avait été une année terrible parce qu'en avril, il y avait eu le storm de Noirmoutier, 5 hommes, et l'azur des flots des sables. Et pour les lieux, en octobre, comme si cela ne suffisait pas, il y avait eu le Saint-Amand. Et cette année-là, donc 30 marins avaient péri en mer. Et pour le 12 juillet, il y avait eu donc 15 morts, 10 veuves et 24 orphelins. La veille au soir, le 11 juillet, il faisait calme plat. On était aux accords des fonds, comme disent les marins, la pêche au thon. J'étais sur le Jean-Pierre Alain, les étoiles se miraient dans l'eau, et le patron à Louis Jouot a dit au large, les ligneurs sont en cap, sont à la cape. Et le mauvais temps était effectivement annoncé, mais on n'avait pas d'inquiétude particulière. Et au jour, le lendemain matin, le 12 juillet, quand on a mis en pêche, il y avait une grosse houle, mais sans vent, sans vue. Et dans la matinée, je vaquais, j'avais 16 ans à l'époque, à des occupations à l'intérieur du navire. Quand je suis monté sur le pont, j'ai dû rester bouche bée, la mer était toute blanche, et le vent était venu en furie, comme un signal donné. Autre témoignage, Jules Robriquet, de Saint-Gilles-Poitville, les fleurs des vagues, était sur un sardinier, avec plusieurs autres. J'ai eu un témoignage encore récemment. Ils étaient au nord de l'île de Noirmoutier. Ils venaient de virer ils étaient en train de virer leur selle. Et à l'époque, il n'y avait pas de cover-bloc, c'était à la main, c'était très long, et le vent arrivait en furie. C'est lui qui a dit comme un cheval au galop. Et les navires, les bateaux se sont réfugiés au bois de la Chaise, à l'abri des vents de Survois, ou alors à l'Hermaudière. De Saint-Gilles, Jean-Claude Moreau, le patron de l'Étoile de l'Occident, me dit qu'il avait, avec le Ginette Michel, le patron Charrier, il avait refusé les passes. L'entrée de Saint-Gilles était tellement dangereux qu'ils ont fait route tous les deux sur Port-Joinville, l'île-Dieu. Et à l'époque, il n'y avait pas de bassin à flot, il n'y avait plus de place dans le port. Tous les caseilleurs étaient venus en relâche à l'île-Dieu. Ayant refusé les passes également, le Lénafran, qui était en remorque, le patron Lionel Vert, qui était en remorque du Leclerc de Haute-Cloque. C'était Élie Garnier qui le commandait. Et dans l'après-midi, on était, vers 1h dans l'après-midi, on faisait route, tout le monde était couché, sauf le patron, le chef mécanicien à la passerelle, le patron Louis Jouot, le mécanicien Jean-Claude Bonamy, et autrement, tout l'équipage était couché, soit à l'arrière, soit à l'avant. C'est un bateau à la pas vivant, 4 couchés à l'avant, dans le poste avant, et les autres à l'arrière. Ça ne se faisait pas à l'époque, le mousse ou le novice n'allait pas se coucher dans la journée, j'attendais que ça se passe derrière la descente, derrière le capot, derrière l'échelle de descente. Et là, on a pris un coup de mer, je ressens encore l'impact. On s'est couché, il faut que le bateau soit solide. C'était un choc formidable. Et un matelot était extrait de sa couchette, a fait un roulé de boulet sur la cloison en face. L'eau est tombée dans le poste, et dès que l'eau s'est arrêtée de tomber, j'ai bondi sur le pont. C'est un instinct je ne sais pas si c'est un instinct de survie, c'est une réaction. Hein. Et là, j'ai vu, sur le pont, on était dans l'eau, on était engagé, le pont plein d'eau, avec tout ce qui était les cannes à pêche, tout ce qui pouvait, les cailloux-boutis qui avaient été emportés, un remous effrayant. Je n'ai pas vu, mais je l'ai su après, il nous escortait le fils de la Vierge, de Noirmoutier, de Michel Adrien, qui devait venir ce soir, et voilà, et qui nous a aperçus et qui nous a escortés ensuite jusqu'au port, je ne sais pas. Et là, dans l'après-midi, on est resté à l'arrière, dans le poste arrière, dans la chambre arrière, parce que devant, ils étaient sinistrés. Je me souviens encore d'un matelot, il n'était pas d'ici, c'était de la Barre de Mont,
qui avait été choqué par le... Alors, il avait perdu la parole, on ne pouvait pas lui dire un mot, il avait le regard fixe, et cela jusqu'au soir. Moi, je me suis endormi. Le soir, je me suis endormi, terrassé par la fatigue ou l'émotion. Et on est rentré le lendemain matin, vers 7 heures, les vents avaient sauté au noroît, pété au noroît, comme on dit, donc sans difficulté au sable. Et c'est l'abbé Lefebvre, aumônier des marins à l'époque, qui avait attrapé nos amarres. Je sais qu'il n'avait pas dormi de la nuit, il m'en a parlé, l'abbé Lefebvre est décédé en 2006, on en a parlé plusieurs fois. Il m'a dit qu'il n'avait pas dormi de la nuit, ça faisait 10 ans qu'il était aumônier des marins au sable, il avait vu des naufrages, et il savait qu'avec tous les bateaux qui étaient à la mer, il y aurait de la casse. Les bateaux qui rentraient la veille, le 12 juillet, qui sont rentrés le 12 juillet dans l'après-midi, ont été malmenés dans les passes. Dans les derniers, il y avait notamment la bagatelle d'Augustin Lebrun, Tintin Lebrun. Tintin, il avait un surnom, Tintin Bras-Troussé, il m'a dit qu'il aimait bien son surnom, que je pouvais le dire, il n'est plus là, mais je pouvais le dire. Et sur ce bateau, ils étaient 6 à bord, ils avaient un passager. Le passager, c'est le fils du patron. Et sur les 5 hommes d'équipage, un seul n'était pas de la famille. C'était le mousse, qui s'appelait Corbregeot, qui était de Noirmoutier. Pour moi, il y avait le patron, le frère du patron, son beau-frère et un cousin. En cas de naufrage, ça aurait été terrible. C'était toute une famille qui aurait été, si je puis dire, décapitée. Et le dernier bateau qui est rentré ce soir-là, c'était la Confiance, patron Alphonse Morisseau. La mer battait le remblai. C'était pas ça allait être la pleine lune, c'était des grandes marées, enfin des petites grandes marées, si je peux dire. Il y avait 77 de coefficient. Le plus fort, c'était 2 jours après, 78. Autrement, ça aurait pu être une catastrophe. Et le mauvais temps a duré environ 1 semaine. Cet été-là, le Titanic n'aurait jamais pu se trouver à la mer. Et puis, l'équipage habituellement était de 5 hommes. Et l'habitude à bord de ce navire, l'été, c'était un homme resté à terre pour en congé. Et cette fois-là, c'était le tour de Louis Huguet, Loulou Huguet, votre neveu. 17 ans, un camarade, mais il a remplacé un matelot qui restait à terre pour, disons, des formalités administratives. Donc Loulou, qui devait rester à terre, embarqué. Le Titanic n'aurait pas dû se trouver à la mer parce que sa marée aurait dû être terminée. Mais il a remorqué le Marie-André, patron Hercouet, Macheroute, Dédé Macheroute, c'est plus facile, tout le monde le connaissait. Il a remorqué le Marie-André Arcachon. Et comme il avait remorqué le Marie-André Arcachon, le Titanic a vendu sa pêche et a continué quelques jours. Il a continué, et il n'a jamais franchi les passes des sables. Il était en route pour rentrer, à quelle heure, je ne sais pas quelle est son heure d'arrivée prévue, mais il a été appelé plusieurs fois, il y a eu plusieurs contacts phoniques avec la bagatelle, par exemple, avec Tintin Bras-Troussé, qui lui a dit reste dehors si tu le peux, il n'y a plus de passe, la mer est démontée, ils vont en furie. Il a parlé également à Louis Jouot, qui était au large. Il m'a dit Louis, c'était tard le soir, mais il faisait encore jour. On était le 12 juillet. Et alors, Madame Cyr, la femme du patron, savait que son mari rentrait. Son mari elle l'avait écouté au poste, comme on disait à l'époque. Elle ne l'a pas vu arriver. Elle a passé une nuit d'angoisse. Et le premier bateau qui est rentré en fin de nuit, à 5 heures du matin, c'est l'André Gilbert. L'André Gilbert, des dépôts, elle est venue le trouver, et non, il n'avait pas de nouvelles. Il pouvait, ce qu'il a pu dire, il a peut-être changé la ville, et il est rentré sans doute à La Rochelle. Et puis seulement dans le gardien de phare du Groin du Cou, c'est à la Tranche, a signalé qu'il y avait des épaves partout sur la côte, d'un bateau en bois. Et l'après-midi, M. Lescope et un patron, Édouard Davio, sont allés voir ces épaves sur la côte. Et là, ça n'a laissé aucun doute, il n'y avait pas que des pavois ou des couronnes, c'était le Titanic qui avait été complètement démoli par la mer.
le loulou a été aperçu, les dernières personnes qui ont vu les hommes du loulou vivants, c'est l'équipage de l'André Gilbert. Ils étaient en relâche ou plutôt pour se ravitailler à la Corogne. Le loulou n'avait pas tout à fait fini sa marée et l'André Gilbert, lui, rentrait. Son plein, il rentrait. Donc ils sont restés 24 heures ensemble. Ils sont sortis avec un décalage. Et quant au loulou, il a été aperçu pour la dernière fois par le Joseph-Antoine. Le Joseph-Antoine, c'est un voilier transformé de l'Île-Dieu, un ancien Indé. Et puis il avait un contact avec l'armateur. L'armateur, c'était José Selton, qui avait la Paloma. Et à un moment, il a dit on a pris un pion. Et après un pion, un jeton. Et après, on n'a plus entendu parler du loulou. Ce dont je me souviens, et je ne suis pas le seul, hein, je suis le seul à parler, mais je ne suis pas le seul, c'est que dans les jours qui ont suivi, et pendant très longtemps, la station Saint-Nazaire Radio, et je crois aussi que les stations d'Arcachon Radio et du Conquet Radio annonçaient la disparition du loulou. Et on est sans nouvelles du tonnier loulou, des Sables d'Olonne. Un bateau de Saint-Jean-de-Luz trouvera la porte de séparation entre la passerelle et la cuisine. Et au moment, il faudra reconnaître que le loulou avait disparu, donc avec ses 5 hommes à bord, les 3 frères Martin, c'était terrible. L'île-Dieu, la petite Danielle. La petite Danielle, c'est un petit bateau, mais qui faisait la pêche au thon. C'était 4 hommes à bord. Ils ont été accostés, du moins approchés la veille, par le Ginette Michel de Saint-Gilles. Pour le Danube, des 4 hommes à bord, le seul qui n'a pas été retrouvé, c'était loulou. Il y a peut-être une explication, on voit que ce n'était plus un mousse, mais j'ai souvent remarqué ça dans un naufrage, quand les corps sont retrouvés, tout le monde est retrouvé, mais sauf le mousse. Le mousse, ou le novice, par sécurité, on expédie, c'était mon cas plusieurs fois, on laisse le mousse en bas, dans la chambre. On ne dit pas mon petit gars va te mettre à l'abri, on ne dit presque pas dans le mat, mais voilà. Mais il avait quand même 17 ans, mais ça peut expliquer. Je sais que le poste d'équipage, c'était souvent le tombeau des mousses. Et puis il y a un bateau breton, l'Aimé Jean-Louis, qui était de Saint-Guénolé. Il a eu un tonnier, 6 hommes à bord, dont un mousse de 14 ans. Il faisait route donc, sur Carnot pour rendre sa pêche. Il n'a jamais rejoint le port de la Victoire. Et beaucoup de bateaux avaient perdu, de tonniers surtout, avaient perdu des hommes, beaucoup d'avaries aussi, mais beaucoup d'hommes emportés par la mer. Donc c'était terrible. Et également aussi pour les Espagnols. En exemple, quand un 12 juillet, le 12 juillet 1959, quand le Marcelive a abordé le Limedero, un tonnier espagnol ligneur, il y a pour le mort, tous le Limedero était envoyé par le fond, il était pris par le travers, les hommes se sont tous rapprochés aux gaillards du Marcelive, ils étaient 24 à bord. 24 à bord, quand il y avait un naufrage par mauvais temps, c'était terrible. Alors les articles de journaux que je lis, c'était des articles du 13 et du 14. Donc on était sans nouvelles un certain nombre de navires, mais sans que on ne savait pas les pertes exactes. On savait par exemple que 3 hommes avaient été emportés du Brisas de Laredo, un bateau Aquila del Mar, ils étaient 14 à bord, ils ont été perdus. Un autre bateau perdu, la Virgane de la Consolation, la Vierge de la Consolation, et beaucoup d'autres. Mais on ne savait pas, les nouvelles étaient contradictoires. Mais les pertes avaient été telles, il y avait une sorte de deuil national, c'est que toutes les fêtes religieuses, il y avait la Vierge de Carmen. Virgo de Carmen, la Vierge de Carmen, c'est très fêté par les Espagnols, c'est le 16 juillet. Et tout ce qui était comme fête profane, je dirais à terre, c'était pour lui, tout avait été annulé en signe de deuil. Comme avait été annulé, je crois, chez nous, le feu d'artifice. À l'île-Dieu également, à l'île-Dieu, il y avait une atmosphère toute particulière.
bien sûr, les bateaux avaient mis leur pavillon en vert. Le pavillon en vert, c'est le pavillon ici à Idriss. Il y a des photos à lieu, il y a des écrits d'ailleurs de Yann Nouvel, il y a toute une atmosphère de recueillement, et puis l'île est touchée. Et je ne suis pas sûr que ce soit Paris Match, mais il y a une revue qui a traîné, si je peux dire, qui a amené sur le quai le plus vieux marin capornier de l'île vivant. Et c'était M. Brachet, je crois qu'il s'appelait Joseph Brachet, le grand-père de Jeannette. On l'a amené, cet homme-là avait des caporniers. Il avait navigué notamment sur le Montebello sur les Trois Mâts. Et après, il avait été patron d'Indé et il se trouvait à la mer en septembre 1930, quand il y avait la tribu en tête, il commandait le marine.